accusé la reine. Bon, vous savez qui c'est maintenant, c'est le Parlement de Paris, qui voulait une réforme de la monarchie. Bon, on en parlera plus tard. Pour comprendre les errements de la politique de Louis XVI, dans les premières années de son règne, il est nécessaire de percevoir le rôle de la cour et principalement de la reine. Voilà, ça c'est faux. Mais enfin bon, je poursuis. De la reine auprès du roi. On a souvent critiqué le manque de volonté et la fermeté du roi. Bon, ça, il y a du vrai aussi. Il y a du vrai que le roi n'était pas très ferme, il n'était pas un guerroyeur, un guerroyant, comme on dit, hein. Il a appris l'escrime, mais bon, les curés voilà, l'ont ramené sur d'autres rives. Alors voilà, hein. Enfin bon. Bref, la fermeté du roi, sa résolution. Oh là là, je reprends. On a souvent critiqué le manque de volonté et de fermeté du roi, son irrésolution et sa faiblesse face aux courtisans et à sa femme. Oui, mais c'est encore une fois, je répète, hein, c'est parce que l'instruction qu'il a reçue n'était pas celle de Louis XIV, bien sûr, et ni de Louis XV. Voilà, il faut le dire. De fait, Louis XVI a été élevé au sein du parti dévot. Voilà qui est vrai. De fait, Louis XVI a été élevé au sein du parti dévot de la cour de Versailles. Et bien sûr, voilà, on le dira jamais assez. Ce qui ne le prépara guère à accepter facilement les projets de modernisation que lui proposèrent ses ministres. Bien sûr, évidemment, il n'avait pas une ouverture sur son armée, sur la diplomatie, voilà. Il céda d'ailleurs face aux récriminations des privilégiés qui réclamèrent le départ de Turgot. Et oui, bien sûr, évidemment, Turgot aurait évité de se mettre aux côtés des Américains. On n'avait rien à faire à leur côté. Enfin bon, en 1776, cela explique que la plupart des grandes réformes du règne... Alors attendez, je vais relever ça parce que c'est très important. C'est une... Ah, ça y est. Je peux pas la voir. Ah. Non, on peut pas la voir. Ah bon? C'est bizarre ça. Ah. Non. Bon, ça marche pas. Il céda d'ailleurs face aux récriminations des privilégiés qui réclamèrent le départ. Bon, on l'a lu. Cela explique que la plupart des grandes réformes du règne qui purent jamais aboutir ou ne débouchèrent que sur des demi-mesures, les ministres manquèrent toujours du soutien du roi face à l'opposition des nobles ou des parlements. Oui, bon, ça... Voilà la reine Marie-Antoinette. Moi, j'aime beaucoup cette reine. Vraiment, elle a une classe, une élégance, un raffinement particulier. Bon, et c'est pour ça qu'on l'a accusée à tort. La personnalité de la reine Marie-Antoinette d'Autriche a également eu un rôle important dans cette période. Mariée au dauphin en 1770, elle est la garante de l'alliance entre la France et l'Autriche face à cette étrangère. Oh là là. Ça, c'est des répétitas révolutionnaires, ça. Face à cette étrangère, subsista toujours une sourde méfiance qui encouragea la propagation de nombreuses rumeurs à son sujet. On moquait également le peu d'empressement de Louis XVI. Et oui, bien sûr, un homme faible, la femme, c'est elle qui prend le relais, hein, forcément. Et oui, si l'homme est fort, ben, la femme, elle tient sa place. Elle se tient à côté, comme une aide, et non pas l'égale du roi, voyons. Oh, enfin bon. On moquait également le peu d'empressement de Louis XVI auprès d'elle, et on lui prêta, par conséquent, une foultitude d'amants, ainsi qu'une relation avec la comtesse de Polignac. Oui, alors là, waouh, hein, on frise l'histoire, non pas vue par rapport aux archives de l'époque, mais vue à travers la grille du XXIe siècle, hein, ou de fin du XXe siècle. C'est très suggestif, hein. En réalité, sa spontanéité et son dédain pour l'étiquette, c'est pas vrai. Rigide de Versailles provoquèrent la réprobation d'une population très attachée au respect des valeurs et des protocoles de la monarchie. Alors là,
c'est vraiment, c'est fort de café enfin bon, comme sottise. Un coup très rude fut porté au prestige de la cour en général et de la reine en particulier par l'affaire du collier. Oui, alors là, oui, bon, c'est encore une affaire pré-révolutionnaire. Voilà, bon, on sent que la prise de position de ceux qui font ces commentaires, ces écrits, peut être de bonne foi. Je ne sais pas, je juge pas. Histoire pour tous, hein, du tout. Hein. Mais c'est vu à travers une grille du XXe siècle, début du XXIe. C'est pas vu à travers les archives, les écrits de l'époque. Bon. Ou alors des écrits un petit peu contradictoires, quoi. Ne pas se pencher que sur ceux qui ont écrit au temps des Lumières, hein, voir un petit peu voir aussi ce qui s'est écrit à travers des gens de la cour, n'est-ce pas? De la noblesse de la cour. Un coup très rude lui est porté au prestige de la cour en général et de la reine en particulier par l'affaire du collier en 1785. Cette vaste escroquerie monté aux dépens du cardinal de Rohan, d'accord, confirmant auprès de l'opinion la réputation de légèreté de mœurs de Marie-Antoinette. Oui, bon. Et ne fit que renforcer l'hostilité à son égard, bien qu'elle eût objectivement aucune part. Bon, d'accord. D'accord, ça c'est très honnête dans l'affaire. Bon, merci à Histoire pour tous de le rappeler. Sortir de l'impasse des États généraux. Ah voilà. Alors, j'en ai beaucoup encore. Non, ça y est, on arrive à la fin. Alors que commence l'année 1787, Calonne n'a plus aucun moyen de faire face au déficit. Les nouveaux emprunts levés ne servent qu'à payer les intérêts. Vous voyez déjà, hein, des emprunts précédents. Vous voyez, pour quelqu'un, un roi qui a eu une éducation religieuse, de dévot, l'Église interdit les prêts à emprunt, les intérêts, pardon, le prêt à intérêt. Enfin, il me semble, hein, si je m'abuse. Alors, je répète, alors que commençait l'année 1787, Calonne n'a plus aucun moyen de faire face au déficit. Les nouveaux emprunts levés ne servent qu'à payer les intérêts, un petit peu comme aujourd'hui, remarquez, hein, des emprunts précédents. Hein, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui en 2025 et qu'on a commencé à partir de 1973, pardon. Mais nous en parlerons un jour. On évoque alors la possibilité de convoquer les États généraux, antique institution monarchique, dont la fonction est théoriquement de consentir à de nouveaux impôts levés par le roi. Pour éviter ce recours, Calonne crée une assemblée de notables qui remplirait ce rôle. Placé sous les espoirs de relever la situation financière du pays dans une assemblée, même composée de privilégiés, voilà, qui constitue déjà une révolution. Eh oui, eh oui, oui. Eh oui. Il fallait pas rappeler les États généraux. Enfin, l'état critique du Trésor royal auquel s'ajoute... Alors, je répète un petit peu, c'est dommage que je ne peux pas relever ces... Ah oui. Bon, l'état critique du Trésor royal auquel s'ajoute l'opposition nobiliaire à l'absolutisme, le malaise social et économique décide Louis XVI à rappeler Necker, aïe aïe aïe, et à convoquer les États généraux en mai 1789. Malgré son accord pour le doublement de la représentation du tiers aux États généraux, acquis en décembre 1788, le silence du roi sur la question du vote par ordre préconisé par le Parlement de Paris ou par tête lors de la séance d'ouverture des États généraux, le 1er mai 1789, donc à Versailles, provoque une immense désillusion dans les rangs de la bourgeoisie. Le roi n'entend pas en effet ruiner par cette décision le soubassement de l'édifice social sur lequel est bâti son royaume. Les membres du tiers-État, donc les membres du tiers-État pour faire la liaison, enfin réunis, refusent de s'en aller si le monarque n'accepte pas les réformes constituées en Assemblée nationale. Ils sont rejoints par les députés du clergé et de la noblesse le 20 juin par le serment du jeu de paume. Il s'engage à donner à la France une constitution. Louis XVI, rétif, ne peut
plus faire semblant de les ignorer. La monarchie absolue va s'effacer peu à peu devant la monarchie constitutionnelle. Louis XVI dans le tumulte de la Révolution française. Par crainte d'un complot aristocratique, le peuple de Paris se soulève. C'est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, oui, avec seulement 3 vieillards qui étaient à la prison de la Bastille. Ouais, la prise de la Bastille, elle s'est faite rapidement. Enfin bon, là on nous raconte des histoires. Louis XVI rentre à Paris le 17, tandis que non, il ne rentre pas dans Paris, il est amené de force à Paris. Tandis que les premiers aristocrates partent en exil. L'Assemblée nationale vote l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août et proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec le marquis de Lafayette, alors devenu Lafayette. Retour des États-Unis, hein, rappelons-le. Louis XVI, rechignant à prendre acte de ces changements, la population parisienne va le chercher à Versailles. Voilà, va le chercher à Versailles, donc il n'était pas venu à Paris auparavant. Le 6 octobre 1789, et le ramène aux Tuileries. Les constituants pour... Ah ben si, il était venu à Paris pour aller au Parlement, pour écouter les États généraux, bien sûr. Aux Tuileries. Les constituants poursuivent leur travail et à la fête de la Fédération le 14 juillet, non, ça s'est fait plus tard, la fête de la Fédération 1790, le roi et le peuple sont réunis en une bonne entente. Alors attendez, le 14 juillet 1790, le roi et le peuple sont réunis en une bonne entente, toute d'apparence évidemment, toujours hostile aux réformes qui vont à l'encontre de ses convictions de monarque. Le roi tente de quitter Paris le 20 juin 1791, mais est arrêté à Varennes, puis ramené à Paris. La Constitution est proclamée le 14 septembre 1791, le pouvoir exécutif revient au désormais roi des Français. Bon, ben ma foi. Voilà, l'exécution de Louis XVI, 21 janvier. Bon, on va y revenir. La fuite de Varennes signe néanmoins la rupture définitive entre le peuple et le roi. L'attitude hésitante et contradictoire du monarque, dès le début de la Révolution française, l'influence de son épouse et de ses frères, le comte de Provence et le comte d'Artois, l'appui secret donné aux immigrés, les vétos suspensifs sous l'Assemblée législative destinés à freiner la Révolution et les négociations secrètes avec l'ennemi après la déclaration de guerre contre l'Autriche, avril 1792, avaient déjà bien entamé le prestige royal. Le manifeste de Brunswick menaçant de raser Paris si la famille royale n'est pas respectée provoque l'indignation populaire et l'insurrection du 10 août 1792. Les Tuileries sont prises d'assaut et le roi et sa famille doivent se réfugier à l'Assemblée nationale. Prisonnier de la commune insurrectionnelle, le roi est suspendu de ses fonctions et enfermé à la prison du Temple. Le procès de Louis XVI s'ouvre le 11 décembre 1792. Dans une ambiance houleuse, Louis Capet est jugé et déclaré coupable de conspiration contre la liberté de la nation. Ses 3 défenseurs ne parviennent pas à le sauver, condamné à mort sans appel au peuple ni sursis. Malgré l'attitude modérée des Girondins, il est exécuté le 21 janvier 1793 à 10h du matin sur la place de la Révolution, ancienne place du Trône, place de la Concorde. Il déclare avant sa mort: « Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne tombe pas sur la France. » Voilà un petit peu ce que l'on doit dire sur le règne de Louis XVI, un roi hésitant, comme vous l'avez vu, renvoyant le ministre Turgot, déjà première grande erreur, comme je vous l'ai dit, hein.
qui a fait de la France, du royaume de France, un royaume en danger. En danger, bien sûr. Le rappel de Necker a été une erreur. Déjà même comment dire, la première prise du gouvernement des finances de Necker a été une erreur. Non pas parce qu'il est suisse, mais il avait une vision qui n'était pas du tout celle d'un Turgot, quoi. Il a fait des réformes, il a accepté que la France et le royaume de France partent aider les Américains à bouter les Anglais hors des États-Unis, des futurs États-Unis. Ça a été la deuxième grande erreur, et la plus grosse d'ailleurs. Et surtout, la troisième, le ministre Necker a caché au roi d'où la nature des grosses dépenses du royaume. D'où elles venaient. Elles venaient que, voilà, des grosses dépenses que l'armée a dû s'approprier pour pouvoir aider les États-Unis, vous voyez. Voilà. Ça a été sa grosse erreur. Et la troisième, on pourrait dire, la dernière alors, c'est qu'il a hésité à faire tirer sur les ennemis, les ennemis de l'époque, hein, comment dire, les révolutionnaires, l'armée révolutionnaire, lorsqu'ils sont venus aux Tuileries pour finalement tirer sur la garde suisse, qui défendait encore le roi. Vous voyez, prisonnier bien sûr. Voilà sa troisième et dernière grosse erreur. Mais la plus grosse, pour moi, les deux plus grosses, je pense. Et ça, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû que ce pauvre roi, ce brave roi, ce bon roi, disons-le franchement, ce bon roi Louis XVI a eu une éducation très, très pieuse, très religieuse. Non pas parce qu'elle fut religieuse, mais simplement parce qu'on l'a empêché. Vous voyez, Louis XIV, par contre, il a su mettre fin à certains excès des religieux, des évêques, des archevêques, quand il voulait partir, une fois qu'il était jeune adulte, hein, il a voulu partir en guerre, faire ses premières guerres. Eh bien, qu'ont fait les évêques? Ils se sont « Non, votre majesté, non, ne partez pas en guerre !» Il a dit « Si, je pars en guerre. » Vous voyez? Donc le roi, il a pris le pouvoir devant le clergé. De Paris et de France d'ailleurs, mais surtout de Paris, devant l'archevêque. C'était pas le roi Louis XIII, Louis XIV. Et là, oui, parce que Louis XIII n'a pas connu les mêmes dangers, bien sûr, évidemment. Mais Louis XIV a connu les premiers dangers de ce qui se passait en dehors de son royaume. Déjà la Fronde, l'une des premières révolutions dans le royaume même de France, qu'il a dû réprimer. Il n'a pas hésité. Ça aurait été le pauvre roi Louis XVI, il ne s'en serait pas sorti parce qu'il était hésitant, le pauvre. Il avait cette compréhension de la fonction monarchique, oui, mais en même temps, il hésitait par rapport à ses devoirs pieux, religieux, de pardonner même à ses ennemis. Eh oui, parce que Jésus a pardonné à ses ennemis, les Romains, les Juifs. Donc il s'est mis dans cette position-là. Il avait une opposition intellectuelle entre deux devoirs qui jugeait très important, quoi. Alors maintenant, je vais finir en vous parlant... Oh là, je suis presque à la fin, là. Je vais rapidement vous dire ce que j'en pense des rois mérovingiens. Ça a été pour moi la partie de l'histoire. Je vous mettrai un lien d'une vidéo de Oleg de Normandie, donc Pagan TV, et je crois que ça résumera tout. Vous verrez, je n'ai pas trop le temps. Mais les rois mérovingiens, ça a été des rois qui, Louis XIV, je vous l'ai rappelé, s'est opposé au clergé de Paris quand il s'agissait de, comment vous dire, de partir en guerre et de mater les révoltes du peuple de Paris. Eh oui. Voilà, chers amis, je vous ai fait un petit peu le résumé. Bon, la vidéo de Oleg de Normandie vous donnera beaucoup plus que moi, avec plus de connaissances et de savoir que je ne possède, ce que je pense des rois mérovingiens. Pour moi, ce sont les vrais rois qui ont fait la France. Les Carolingiens ont placé la France sous un esclavagisme, on va dire, inter dans le royaume de France, hein, esclave contre dinar. Je vous invite à voir Pagan TV, hein, c'est pour ça que je vous renvoie souvent à cette chaîne. Et donc, les Carolingiens ont commencé à placer la France avec les sacres des rois, non pas Charlemagne lui-même, quoique si, il a été sacré roi par l'évêque, l'archevêque, et plus tard par le pape, je crois, hein,
ou en tout cas l'archevêque de Paris à Saint-Denis. Bon, mais ça a été commencé sous les Carolingiens, ça s'est poursuivi dans la suite sous les Bourbons, la première partie des Bourbons, ligne directe, puis par les Valois, puis retour des Bourbons, etc. Et c'est la religion qui a placé la France dans un état de faiblesse progressive jusqu'à Louis XVI. Louis XIV a été l'apogée et le déclin de notre royaume. Voilà, chers amis, donc soyez heureux en famille, portez-vous bien, pensez à vos enfants, petits-enfants, pensez à vos parents, grands-parents, pensez à vos amis, vos collègues avec qui vous devriez vivre en paix, dans la quiétude, la bonté, voilà. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.